Bonsoir à tous. J'aime bien dire bonsoir à tous parce que ça déclenche pas mal de vagues sur Facebook autour du langage inclusif. Et donc voilà, je réitère. Normalement, j'ai fait une expérience Facebook, c'était de remplacer le langage inclusif par un langage exclusif féminin, mais j'y arrive pas. Je préfère l'inclusion. Donc voilà, je continue encore pour un moment. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette conférence sur la sexualité sacrée. C'est une conférence, alors je le dis ça à chaque fois, hein, donc si vous regardez les autres vidéos, vous verrez, c'est la même chose. Je commence toujours en disant, c'est vraiment une conférence qui me tient à cœur, celle-là, et comme toutes les autres que j'ai déjà faites, mais parce que c'est une thématique, la sexualité et la sacralité de la sexualité, et en même temps, le fait de ne pas en faire toute une montagne, qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Dieu sait que j'ai encore pas mal de progression à faire dans ce domaine-là. C'est aussi quelque chose qui me tient à cœur puisque je lance encore cette année un cercle d'hommes, un cercle de parole, et que la thématique, en ce mois de… Hop, je fais rentrer Romain. La thématique en ce mois de novembre, ça sera la sexualité sacrée. Voilà, on sera une dizaine, comme d'habitude, hommes, à se retrouver tous les mardis soirs sur Zoom, puisque je fais ça par Internet, pour pouvoir parler de sexualité librement. Et ce soir, je vais vous présenter les thématiques des 5 soirées et je vais en prendre une des 5 particulièrement que je vais approfondir ce soir. La première, vous allez voir. Et en fait, si jamais je fais la même chose avec les 5, on en a pour 5 soirées. On en a pour jusqu'à 6-7 heures du mat. Donc, je vais le faire juste pour la première thématique. Et les autres, je les survolerai un peu, mais on pourra en discuter aussi. Voilà l'idée, parce que je me suis aperçu déjà juste avec la première thématique qu'il y avait une heure et demie de conf. Alors, je me présente un petit peu pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Plouf, je fais rentrer Diane, je pense. Alors, j'ai été prof de philo pendant une quinzaine d'années en lycée et puis j'ai quitté l'éducation nationale pour à la fois monter avec une bande d'amis à l'époque une école. J'y suis plus beaucoup actuellement, même voire plus du tout parce que j'ai tellement d'autres choses à faire, dont le boulot de philothérapeute. Du coup, j'accompagne des gens au quotidien avec l'outil philosophique et d'autres outils que j'ai, notamment la respiration profonde, la respiration dynamique, la respiration holotropique, modification de l'état de conscience. Voilà. Et j'ai écrit quelques livres sur la liberté intérieure et dernièrement un roman sur la relation entre un homme et des dauphins, et puis aussi une femme et des dauphins. John Lilly, un scientifique, et puis Margaret, son étudiante, avec des dauphins. C'est une histoire vraie que j'ai un petit peu romancée. Voilà qui c'est que vous avez en face de vous. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, deux, trois petits avertissements. Donc, je vous l'ai déjà dit, cette conférence, elle ouvre un cercle de parole d'hommes. Alors, évidemment, elle est ouverte à tout le monde ce soir. L'année dernière, j'avais choisi de faire une conférence qui était une conférence Est-ce que c'est réservée. possible d'échanger avec Messenger? Ce sera plus simple. Si c'est possible, je ne sais pas qui parle, mais que tu coupes ton micro, c'est génial. Comme ça, parce qu'autrement, ça risque de faire un peu interférence. Alors, pour l'instant, je ne te vois pas, donc je ne peux pas le couper pour toi. OK, donc je disais, elle est ouverte à tous cette année. L'année dernière, j'avais choisi de faire une conférence. C'était une expérience qui était une conférence juste pour les hommes. Et cette année, je me suis dit, OK, le cercle, c'est un cercle d'hommes, mais j'ai vraiment envie aussi de pouvoir, au moins pendant cette conférence, parler et parler à aussi des femmes et pouvoir échanger sur ce sujet avec elles. Voilà. Donc le reste, je vous l'ai déjà dit. Alors, voilà mon angle d'attaque. C'est un peu provocateur, mais c'est pour poser un peu le décor. Effectivement, quand on parle de sexualité et quand on parle de sacralité, on est un peu dans deux domaines différents. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce que le mot sacralité est un mot qui est très employé dans les religions pour désigner un acte qui revêt une dimension, donc, on va dire, de lien avec le transcendant, de lien avec le divin,
Et donc, ce n'est pas à prendre à la légère la sacralité. Et la sexualité est souvent envisagée plutôt comme un tabou que comme une chose sacrée. Alors, si ce n'est dans le tantrisme, qui est parfois envisagé comme une religion, que je préfère très largement aborder comme une philosophie. Donc, je vais vous présenter justement certains traits dans cette conférence qui est quand même largement inspirée du tantrisme, notamment du tantrisme shivaïte et plus précisément du Cachemire. Voilà l'idée. Donc, moi, ma question ce soir, c'est OK, sexualité et sacralité ne sont pas tout le temps reliés, notamment dans les approches religieuses et parfois spirituelles, mais si on créait des ponts, si on redonnait à la sexualité une dimension sacrée. C'est l'idée directrice des cercles de parole qui vont commencer en novembre. Et du coup, l'idée, c'est d'aborder sa sexualité sans tabou. Donc, effectivement, même ce soir, même si je vais prendre parfois des pincettes, on va quand même parler des choses de manière la plus directe possible. Et en même temps, la sexualité, c'est pas la sacralité, pardonnez-moi, c'est pas du tout la vulgarité. C'est envisager un caractère qui est un caractère, j'ai envie de dire, même si ça peut parfois vous faire bondir les gens, un caractère magique, puisque pour moi, la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui est magique au sens propre de la magie. Alors, on pourra en parler tout à l'heure, il y a la magie blanche et la magie noire, si vous voulez, mais là, on est vraiment dans le domaine de la magie. Et il y a une magie de la relation charnelle, sexuelle, et donc quelque chose qui est pas du tout anodin, qui n'est pas à prendre à la légère, en fait. Et vous voyez, dès que je dis c'est pas à prendre à la légère, tout de suite, il y a cette idée de, OK, alors on redonne une dimension un petit peu religieuse, et il faut pas le prendre à la légère. Alors, on va essayer de s'orienter entre ces deux extrêmes, entre le fait de sacraliser quelque chose et donc de lui retirer une part de quotidienneté, on va dire, et le fait de trop banaliser cette chose-là. Voilà. Pour moi, l'idée, c'est d'essayer de retrouver, si possible, le sens que l'on peut donner à sa propre sexualité et comment ça peut nous amener à mieux nous connaître. Donc, c'est un éclairage. Alors, quelques petits… Salut Hugues, content de te voir. Quelques… Salut, salut. Quelques petits éclairages. La première chose, donc, vous l'avez compris, c'est que cette conférence, elle va être inspirée pas mal de mes expériences et aussi de ma compréhension du tantrisme, notamment du tantrisme shivaïte, mais shaktique aussi, et puis aussi taoïste, on va dire, d'une certaine manière. Deuxièmement, dans le tantrisme, j'ai envie de le redire pour celles et ceux qui pourraient dire, oh là là, ça y est, le tantrisme, c'est vraiment centré sur que la sexualité et le fait d'en faire une extase, le fait de développer sa sexualité au point d'en faire quelque chose d'extatique. Non, le tantrisme, originellement, tel que moi je l'ai découvert, c'est avant tout, et je l'ai découvert avec, comme peut-être vous aussi, hein, avec Daniel Audier, dans le bouquin Tantra. Puis ensuite, j'ai fait des stages avec Nathalie Delay, qui était une de ses disciples, entre guillemets. Et donc, c'est le fait vraiment d'entrer en résonance profonde avec sa sensibilité, de pouvoir la mettre au cœur, de pouvoir la pousser dans ses retranchements dans toutes les directions les plus ultimes et de pouvoir voir comment on se positionne sensiblement, sensuellement face au monde. Ça, c'est le tantrisme. Et il s'agit de rien rejeter dans ce que je sens, dans l'idéal tantrique. Y compris quand, par exemple, alors là, je vais plutôt vers le chamanisme, je fais des expériences d'état de conscience modifié avec notamment des médecines traditionnelles et que du coup, je vais avoir des sensations qui vont être décuplées, mais qui vont être profondément bouleversantes parfois. Ou d'autre part, quand dans le tantrisme, par exemple, on va évidemment se servir de la sexualité quand même comme un moyen privilégié, même si ce n'est pas le centre de la philosophie tantrique, mais un moyen privilégié d'accéder à comment on va dire, une compréhension directe du monde. Compréhension au sens latin, cum prehendere, ça veut dire prendre tout ensemble, ne rien laisser de côté. Et vraiment, au niveau de la sexualité, Dieu sait que, c'est marrant l'expression, Dieu sait que on laisse de côté des choses, quoi, souvent. On n'en parle pas, on ne va pas les aborder. Et donc, voilà, l'idée des cercles de parole, c'est aussi d'aller voir ça. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié dans ce que j'avais dit? Oui, j'ai oublié de vous dire que
C'est marrant, tantra, étymologiquement, ça veut dire, c'est la trame d'un tissu. Vous voyez, c'est vraiment la chaîne, la chaîne du maillage du tissu. Et donc, évidemment, de manière métaphorique, le tantrisme nous parle de l'accès à la trame de l'existence, à l'essence même des choses, du point de vue vraiment métaphysique, quoi. C'est-à-dire, derrière ce qui m'apparaît, c'est pas qu'une apparence, c'est une apparition. Il faut bien que quelque chose apparaisse pour qu'il y ait une apparition. Derrière ce qui m'apparaît, est-ce que je peux avoir un contact direct avec l'essence du monde? Et ça, c'est vrai que c'est proche du mysticisme, quoi. Et envisager que la sexualité peut m'amener à l'essence des choses, waouh! Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aller voir, qu'on peut aller contacter? Bah ouais, j'ai envie d'essayer de vous amener là aussi. Voilà l'idée aussi de cette conférence. Donc, j'ai déjà dit plein de choses, comme d'habitude. Ce que je ne vous ai pas dit, donc, si vous arrivez à la fois à m'écouter et à lire, c'est formidable. Autrement, vous pouvez juste vous contenter de m'écouter ou de lire. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'idée de magie rouge, peut-être, ouais, Elcio, merci bien. C'est j'arrive pas à lire en même temps les commentaires quand je fais le truc, surtout qu'ils sont dans mes slides. Je vais essayer de réduire la fenêtre. Voilà, comme ça. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que il est question dans le tantrisme d'éprouver. Et éprouver, vous remarquerez, j'en parle assez régulièrement quand même, que éprouver, ça peut être vécu en deux sens, comme une épreuve. Et il est évidemment question dans le tantrisme, si vous avez lu par exemple le tantra de Daniel Audier, vraiment de mettre la personne à l'épreuve, quoi. Et de pouvoir lui offrir des épreuves potentielles pour pouvoir progresser dans son propre chemin. Dans le tantrisme, il est question de ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans la sexualité, c'est carrément là, tout le temps. C'est une épreuve, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui vient nous tester, qui vient nous chercher, des fois dans nos retranchements, des fois dans notre confiance. Et à chaque fois, il faut, entre guillemets, remettre le couvert. Alors pas, comme on dirait crûment, c'est-à-dire, allez, je retourne dans les tranchées, mais c'est le fait de provoquer à nouveau un changement en soi parce que ça n'arrête pas de venir me chercher, en fait. Par exemple, il y a encore quelques semaines, je faisais donc avec ma compagne, j'étais dans un stage de tantrisme et toute la semaine, ça vient nous chercher. Toute la semaine, ça vient provoquer encore des discussions, des fois des mécompréhensions, plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment une épreuve. Et puis, vous avez remarqué que éprouver, c'est aussi éprouver des sensations. C'est aussi se donner l'occasion de ressentir. Et encore une fois, c'est vraiment un terrain privilégié, je trouve, la sexualité, pour me permettre d'éprouver ma présence à moi et ma présence à l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas pleinement à moi, à moi-même, en contact avec moi, associé avec moi dans l'acte sexuel? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand je me suis, par exemple, détaché de moi pour aller en l'autre? Ça arrive. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, je reviens à moi. Ah ouais, je me suis oublié. Là, j'étais carrément dans ton plaisir, mais j'étais plus dans le mien. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour moi dans ces cas-là? Donc, c'est vraiment un jeu, un va-et-vient d'épreuve de soi et de l'autre, au sens, voilà, j'essaye d'éprouver ce qui se passe en moi. Et en même temps, je suis en contact avec toi, en empathie des fois en amour, des fois en désir, mais je reviens tout le temps à moi. Je ne me lâche pas, en fait. Et le tantrisme, il est exactement à cet endroit-là. Tu ne te lâches pas à chaque fois. Et l'épreuve, elle est là aussi. Elle est dans le fait de rester présent à moi. Voilà aussi quelque chose que j'ai envie d'aborder avec vous. Dernière petite précision avant d'entamer, c'est vrai que j'ai une tendance, qui m'est propre et du coup que je donne comme étant peut-être un de mes postulats que vous n'êtes pas obligé d'accepter, j'ai vraiment tendance à relier de manière indissociable sexualité et amour. C'est-à-dire pour moi, c'est difficile, voire pas possible, de parler de sexualité sans parler d'amour et de parler d'amour sans parler de sexualité. Alors vous allez me dire, là, tu es super restrictif. Parce que déjà, il y a plein de sortes d'amour. Il n'y a pas que l'éros charnel, il y a la filiale, il y a l'agapé, l'amour du prochain, il y a la storgé, l'amour maternel pour les enfants. OK, c'est vrai, il y a plein d'amour. Mais en même temps, là, moi, je vous parle de l'amour
charnel entre deux personnes. Comme ça, je restreins un petit peu cet amour-là. Et je pense vraiment, mais on pourra en parler, que l'amour dans un couple ou l'amour entre des personnes qui ne sont pas en couple, l'amour libre, se réalise, on va dire, se manifeste et s'éprouve dans la sexualité. Et donc, c'est intéressant de parler d'amour platonique, mais on est dans un autre amour. C'est pour moi indispensable d'aller éprouver son amour dans la sexualité. Et en même temps, la question, c'est quelle sexualité? Encore une fois, la sexualité, elle peut être assez facilement détachée de l'amour en disant, bah, ça, c'est l'affaire des corps. Et donc, je peux me permettre, j'ai déjà entendu autour de moi, d'aller des fois, entre guillemets, tirer un coup en dehors de, par exemple, une relation conjugale, parce que bah, mon corps me le demande, parce que, etc., etc. Et alors, je suis tout à fait OK, mais en même temps, si jamais j'enlève vraiment la dimension amoureuse au sens dont j'ai envie de vous parler ce soir, de l'acte sexuel, je ne sais plus trop qu'est-ce que je vais aller chercher dans l'acte sexuel. Alors, plein de choses certainement, hein, des réponses à des besoins, etc., etc. Mais lui ajouter cette dimension de l'amour, c'est quelque chose qui peut le démultiplier de telle manière que pour moi, ça serait vraiment dommage d'envisager la sexualité juste comme une discipline physique du corps, par exemple, quelque chose comme ça, comme un soulagement. Voilà, alors tout ça, c'est plein de postulats, vous avez vu, c'est plein de croyances, alors qui sont dues à des expériences, mais pas que. Et donc, ça demande à être éclairci, précisé. Ce que je vais essayer de faire un petit peu ce soir, mais je n'aurai pas le temps de tout faire. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'ai pas dit que, par exemple, la sexualité, elle est parfois restreinte à une forme d'excitation nerveuse qu'on va soulager par la suite. Ça peut être très visible dans le cas de l'autosexualité, on va dire, dans le cas de la masturbation, par exemple. Mais dans le couple, c'est souvent le cas aussi. L'idée de la sexualité, c'est d'aller créer une excitation nerveuse qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir, jusqu'à ce qu'on arrive à un soulagement qu'on peut appeler orgasmique. Et on a cette idée-là de la sexualité. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est légèrement réducteur et un peu triste. Et peut-être qu'il y a aussi une autre manière de l'envisager. Encore une fois, je ne sais pas si je vais arriver à aller jusqu'à là ce soir, mais je conçois de plus en plus à quel point est-ce qu'on peut l'envisager d'une autre manière qu'une excitation nerveuse suivie d'un soulagement. Voilà. Dernière chose que je voulais vous dire qu'il y a dans ma slide, c'est qu'il est question dans la sexualité de reconnaissance. Reconnaissance de mon existence face à l'autre, évidemment, mais aussi reconnaissance de l'autre. Et c'est là que je parle d'amour. C'est comment dans l'acte sexuel, je peux arriver à te reconnaître dans ta singularité, à t'aimer dans ta singularité et à m'engager pleinement dans l'union avec toi, même si, par exemple, ça fait 10, 20, 30 ans qu'on est ensemble. Et on sait que quand on est dans des couples assez anciens, on va dire, eh ben, il y a quelque chose qui semble se tasser au niveau de la sexualité. Pas tout le temps, mais en général. Et surtout si on est dans des couples, par exemple, monogamiques, où on a seulement un seul partenaire. Et donc, est-ce que c'est possible d'envisager une sexualité épanouie, une sexualité même débordante, après 10, 20, 30 ans de, je sais pas, moi, mariage ou de concubinage? Alors, je peux vous dire d'expérience, parce que j'ai vu ça dans certains stages où on est allé avec ma compagne, et on n'est pas un vieux couple hein, du tout, mais qu'on a vu des couples qui avaient 20, 30, 40 ans, et alors qui venaient éprouver encore une fois leur amour et leur sexualité, et qui démontraient par là même aussi qu'ils pouvaient redonner quelque chose à leur sexualité qui était vraiment de l'ordre de la jouissance, pas forcément excitative, mais une autre forme de jouissance, d'une manière très intéressante. Voilà. Donc, le défi du tantrisme, pour moi, il n'est pas technique. Il n'est pas comment arriver à l'extase et à faire jouir son ou sa partenaire. Il est avant tout ontologique, au sens vraiment de l'accès à l'être, de l'accès à l'essence même de la relation, à l'essence même de l'amour. Comment unir nos deux existences de manière profondément engagée et durable. Voilà l'idée. Allez, on y va. Alors, 5 cercles, 5 directions.
Ça, c'est le plan des 5 soirées, des 5 groupes de parole de cette année. Première soirée, c'est celle sur laquelle je vais beaucoup insister ce soir, c'est donner et recevoir. Deuxième soirée, de la gestion à l'abandon. Passer de la sexualité gestionnaire, où il faut gérer pour que ça se passe bien, à la sexualité où je m'abandonne. Troisième soirée, honte et culpabilité, donc sur toutes les pratiques qui sont considérées dans la sexualité traditionnelle comme étant potentiellement déviantes. Quatrième soirée, donc, où là, il est question clairement du plaisir qu'on s'offre à soi-même, entre autonomie et dépendance. Et puis la cinquième soirée, sur le slow sex, cette manière actuelle de concevoir l'amour, mais qui fait référence à des pratiques assez anciennes quand même et traditionnelles, le slow sex, et comment envisager le slow sex face à l'intensité. Voilà, c'est quelque chose, j'aimerais bien y revenir si j'ai le temps ce soir, qui me parle aussi beaucoup dans une époque où l'intensité est de mise et pour être sincère, avec un tempérament qui est le mien et qui va spontanément vers l'intensité aussi, très clairement. Donc, qu'est-ce que cet ovni vient faire dans le monde occidental moderne, ce qu'on appelle le slow sex? Allez, c'est parti. Alors, question de Hugues, l'acte sexuel se résume-t-il au coït, à l'excitation des zones érogènes? Eh bien, j'espère que non, Hugues. J'ose espérer que non, justement. Mais voilà, c'est souvent comme ça que c'est pris originellement. Et c'est ailleurs que j'ai envie de vous emmener, si possible. Je pense qu'on va commencer à y arriver un peu avec la première soirée, donner et recevoir. Alors, comme dans les 5 soirées, je vous ai fait déjà un petit avant-goût de ce qui se joue dans cette soirée. Et puis ensuite, là, on va rentrer dans la précision. Alors, traditionnellement, la sexualité, je parle de sexualité masculine parce qu'à la base, je m'adresse aux hommes dans les cercles. Mais du coup, là, j'étends ça aussi aux hommes et aux femmes. Traditionnellement, la sexualité masculine, elle se veut yang. Elle se veut action, elle se veut pénétration. Et quand on regarde la philosophie grecque, qui est une philosophie extrêmement machiste, c'est une pénétration de la matière. C'est-à-dire que le principe yang, le principe masculin, c'est l'esprit aussi, par exemple chez Aristote, qui vient vraiment informer la matière, pénétrer la matière qui est souvent rattachée à la substance féminine. Et donc, on a quand même encore cette image, nous, aujourd'hui, de ce yang qui vient vraiment impacter, pénétrer, former, informer, transformer la matière. Et c'est ça, notre virilité dans la sexualité, on va dire, conventionnelle. Mais en même temps, vous le voyez comme moi, enfin, je crois, enfin, j'espère, en même temps, je ne sais pas, qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hommes explorent leur yin, ce pouvoir de réception, ce pouvoir de plaisir, ce pouvoir de se laisser toucher, de se laisser pénétrer même, que ce soit par un homme ou par une femme. Donc, de plus en plus d'hommes explorent leur yin, et puis de plus en plus de femmes explorent aussi leur yang sans tabou. Et donc, la question de ce premier chapitre, entre guillemets, c'est comment marier le yin et le yang, Shakti et Shiva, pour parler de manière hindouiste, yin et yang, c'est plutôt en taoïsme, dans la danse de la sexualité. Comment relier ces deux polarités, yin et yang, qui semblent bien faire l'essence du monde, en tout cas, si on les pousse jusqu'au bout. Voilà l'idée. Alors, si je reviens à cette conception un peu binaire traditionnelle qu'on a de la pénétration sexuelle, qui est quand même comment on va dire, presque un passage obligatoire dans la sexualité, en tout cas dite conventionnelle, c'est vrai qu'on a tendance donc à lui attribuer une dynamique qui est volontaire, qui est active pour celui ou celle qui pénètre et puis, la personne qui est pénétrée serait plutôt dans un processus involontaire, dans un processus passif. C'est une des raisons pour enfoncer des portes ouvertes pour lesquelles l'homosexualité masculine est quand même assez mal vue, en général des jeunes, par exemple, ou même jusqu'à un certain âge, parce que se faire pénétrer, c'est considéré comme passif. Et vous voyez, ce n'est pas évident de relier ça avec la virilité de l'homme qui, lui, a envie de pénétrer la matière plutôt que d'être pénétré. Bon, mais moi, j'ai envie de questionner un peu ce schéma. Ce schéma, il est évidemment basé sur l'intensité de l'effort produit. Donc, c'est une conception qu'on pourrait appeler économique dans ce sens-là.
Pénétrer, c'est faire l'effort d'entrer dans l'autre, parfois même, chez certaines personnes, avec le plaisir lié à la violence de l'impact ou au fait que là où je vais rentrer, ben, ce n'est pas si facile que ça. Et du coup, c'est quelque chose qui est actif, quoi. J'y vais, je pénètre la matière. Et en même temps, du coup, dans cette même conception, être pénétré, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est accepter l'autre en soi. Alors, parfois, de plus ou moins un bon gré, c'est toute la question du consentement, on va y revenir. Et donc, ça, c'est plutôt passif. Alors, si on change, on se décale un tout petit peu, on y va pas par pas, hein. Si on se décale un tout petit peu sur le côté, on se rend compte que toujours en restant dans un sens, dans un concept économique, mais cette fois-ci en regardant quel est le sens de l'échange, être pénétré, c'est effectivement accueillir l'autre en soi, et ça, c'est l'essence du yin. Et pénétrer, c'est s'élancer vers l'autre, aller de l'intérieur à l'extérieur, et ça, c'est le sens du yang. Et la question, c'est est-ce que yin et yang sont un peu comme passif et actif? Est-ce que l'yin, principe féminin, est passif et le yang, principe masculin, est actif? Est-ce que c'est de ça que parle, par exemple, le taoïsme, quand il nous montre le yin et le yang? Alors, le yin, dans ces schémas-là que vous connaissez quand même par cœur, c'est effectivement toute cette partie noire, parce que je vais vous montrer assez rapidement que le yin est en général associé à l'obscurité ou au noir de la nuit, et c'est dans l'hindouisme, ça correspond à peu près, même si je vais faire des nuances tout à l'heure, à la Shakti. Et puis le yang, cette autre partie donc, qui est blanche, ça correspond à la divinité Shiva dans l'hindouisme shivaïte. Et j'aime bien parler de compénétration des deux pôles. Parce que quand même, dans ce schéma, ce qu'on voit, déjà dans un premier lieu, vous pouvez essayer de filer la métaphore si vous voulez. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas un principe qui pénètre l'autre. C'est une compénétration entre deux principes. Et cette compénétration, elle est tellement puissante. Vous voyez à quel point est-ce que la vague, elle est puissante comme ça dans les deux sens. Elle est tellement puissante qu'il y a même aussi une part de l'un qui est en l'autre. Alors, soit qui reste en l'autre, soit qui était déjà là à la base. Toutes les possibilités sont intéressantes. Mais en tout cas, il y a vraiment un double mouvement. Et là, on a une parité, on a un parallèle. On n'a pas quelque chose qui serait d'un côté actif, d'un autre passif. Alors, je vais aller beaucoup plus loin, mais pour l'instant, déjà, on voit quelque chose comme une parité. Si je m'amuse un peu et que je renverse un peu la vague, vous remarquerez que là, vraiment m'apparaît, alors je ne sais pas à vous, mais à moi, oui, beaucoup, beaucoup, le fait qu'il s'agit d'une vague. Et que dans cette vague, alors j'ai fait exprès de les mettre comme ça, le yin, du coup, il va s'élancer comme ça vers le haut. Et puis ensuite, eh ben, hop, on va retomber dans le yang qui est un peu comme ça. Et ensuite, on vient là. Pour celles et ceux qui me connaissent et qui ont déjà suivi des conférences que je fais sur la respiration, parce que je suis facilitateur en respiration profonde, en autre chose, vous ne serez pas sans remarquer qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant à aller chercher du côté du mécanisme de la respiration. Puisque, et c'est quand même pas pour rien, si on va chercher ce que c'est que l'inspiration, c'est quoi l'inspiration? Alors je m'élance, effectivement, je m'élance vers le ciel, puisque je vais soulever les épaules, je vais peut-être basculer la tête en arrière, j'inspire un grand coup, et puis je suis en lien avec la transcendance quand j'inspire. Mais en même temps, inspirer, c'est accepter de recevoir en soi, c'est accepter que l'air entre en soi et que l'air me pénètre. Inspirer, c'est profondément yin. Et quand la vague de l'inspiration est passée et que je n'ai pas prolongé de manière trop longue l'apnée haute, dans laquelle je cherche à retenir cet air, une espèce de rétention, et que je laisse du coup, j'abandonne cet air que je relâche, je fais ce qu'on appelle expirer. Et expirer, c'est yang, puisque c'est passer de l'intérieur à l'extérieur. C'est rendre ce que j'ai accepté en moi. Et ça, c'est yang. Et du coup, vous remarquerez que le yang, ce n'est pas la force brutale qui va pénétrer forcément. C'est le fait d'accepter de donner de soi quelque chose à l'extérieur, expirer. Et le yin, ce n'est pas forcément la passivité de celle ou celui qui reçoit, c'est le fait d'accepter quelque chose de l'extérieur en moi, inspiration. Et là, déjà, on est dans quelque chose qui est plus intéressant au niveau du rapport de la sexualité entre deux pôles. Il y a un message. Plouf, plouf. Je vais juste le lire. Apnée haute et apnée basse. Ouais, l'apnée haute, elle est au sommet du yin et l'apnée basse, elle est tout en bas du yang. Et l'apnée basse, c'est une fois que j'ai tout déposé, je reste quelques instants vide dans une extase
hallucinante, qui est l'extase après l'expiration, qui est vraiment très, très bonne. Et pareil, l'apnée de rétention qui est après le yin, où je me sens planer, etc., c'est aussi très intéressant. Donc, c'était juste pour vous faire voir déjà que si je renverse un peu mon schéma, je m'aperçois, et si je fais des liens avec la respiration, un peu plus subtilement ce que c'est le yin et le yang. Allez, je vais un peu plus loin. Et effectivement, dans la dimension taoïste, le yin, il est lié à l'élément féminin, il est lié à l'intériorité, ou plutôt pour lui redonner un dynamisme, il est lié à l'acceptation de l'extériorité dans mon intériorité. C'est exactement ça le yin. Il est lié à la fraîcheur de la nuit, et il est lié à la lune. Et donc, c'est l'élément réceptivité. Et le yang, il est lié à l'élément masculin dans le taoïsme. Qui dit élément masculin ne dit pas forcément homme, hein, dit élément masculin présent dans chaque chose, homme comme femme. On va y revenir. Il est lié donc à la dynamique du passage de l'intérieur vers l'extérieur, il est lié à la chaleur, il est lié au soleil et il est lié à l'élan, l'action. Je précise maintenant les pouvoirs de chacun de ces deux principes, parce qu'il y a un pouvoir yin et un pouvoir yang qu'il est intéressant d'aller contacter. Ah, il me manque quelque chose, je crois, dans ce schéma, mais ce n'est pas grave. C'est celui du bas. Ok, il y en a combien? 7. Non, donc c'est bon. Donc le pouvoir du yang, c'est le pouvoir de propulsion, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'émissivité ou encore l'expiration, c'est-à-dire le fait vraiment de faire sortir de soi. Par exemple, transpirer fait partie du pouvoir yang. C'est vraiment la sudation, le fait de faire sortir quelque chose de soi. C'est lié au pouvoir de décision, trancher, devenir son propre juge. C'est lié au pouvoir de transformation, donc ce qui est moteur d'évolution, d'expansion. L'univers, donc on pourrait dire, est peut-être yang dans sa première partie d'expansion, et puis ensuite yin quand il va se résorber sur lui-même. C'est le pouvoir aussi de répulsion. Donc ça, c'est vraiment, ça se voit bien dans la colère, c'est poser ses limites, établir des frontières. Et vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose qui est réservé à l'homme mâle de pouvoir poser des frontières et établir des limites. C'est évidemment quelque chose qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. De la même manière, pour le pouvoir de protection, il n'y a pas plus protecteur qu'une mère pour son enfant. Une mère, quand elle protège son enfant, elle est dans un yang qui peut être terrible des fois. Et c'est juste. Protection de soi-même, protection des autres. Le yang, c'est aussi le pouvoir de désirer. Étymologiquement, desideratum, c'est viser l'étoile. J'accueille quelqu'un. Voilà, bonsoir Adi. Le pouvoir de désirer, donc le pouvoir de s'élancer vers l'étoile, le pouvoir de viser l'étoile, le pouvoir de viser l'idéal, et peut-être même d'essayer de l'atteindre, voire d'y arriver, je ne sais pas. Et enfin, le pouvoir de maîtrise. Et je voulais vous préciser que ce n'est pas le contrôle, la maîtrise. Ce n'est pas le fait de tout vouloir contrôler, mais c'est le fait de devenir maître dans une pratique. Et ça, c'est un des pouvoirs du yang qui est lié, vous allez le voir dans la slide d'après, fortement aussi au pouvoir correspondant dans son yin. Alors, allons voir le yin. Le yin, il a un ensemble de pouvoirs qui sont très complémentaires aux différents pouvoirs du yang. Le premier, c'est le pouvoir d'écoute. Écouter. Alors, écouter ce qui se passe en soi, écouter ce qui se passe en l'autre. Ce qui est super intéressant, c'est que l'étymologie du concept d'obéissance, encore une fois, ceux qui me connaissent savent que j'adore cette étymologie-là, c'est obéir. C'est se porter au-devant de ce qu'on entend, se porter au-devant de ce qui vient à soi auditivement, obéir. Et donc, obéir à soi-même, par exemple, être capable de s'écouter subtilement dans l'acte sexuel. Et obéir aussi à ce que l'on voit advenir de l'autre et à ce qu'il nous dit sans nous dire parfois dans la relation. Écoute émotionnel. Alors, évidemment, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Pouvoir d'empathie. Donc, l'intelligence relationnelle, être capable de se mettre en lien avec l'autre. L'empathie n'est pas la sympathie. Ce n'est pas le fait de se lâcher pour aller complètement dans l'autre. C'est le fait de rester en soi et à partir de là, de grimper sur la colline de l'autre et d'aller voir ce qui se passe pour lui. Mais rester en soi aussi. Pouvoir de soigner. L'essence même de la thérapeia en grec. Prendre soin, soigner, avec tendresse, avec amour. Pouvoir yin. Pouvoir de réparer. Pouvoir d'intuition. L'intuition est très yin, évidemment, que ce soit dans la prédiction ou que ce soit dans la sensibilité subtile. Pouvoir de jouissance, puisqu'il n'y a pas de jouissance sans un accueil de la vie en soi.
quand je fais de la respiration holotropique ou la respiration Wim Hof, une des premières choses que je dis aux personnes, c'est ouvrez grand la bouche, le plus grand possible, pour accueillir tout ce qu'il y a à accueillir. Bah, les masques, on ouvre la bouche et on accueille. Pouvoir de jouissance, pouvoir d'attraction, c'est-à-dire attirer à soi les choses, pouvoir magnétique. Et là, on est encore dans le yin, quand on attire à soi. Et pour attirer, évidemment, il a fallu rayonner. Donc, c'est vraiment un pouvoir qui est yin, attraction, et yang, rayonnement. Et les deux sont, encore une fois, dans une vague comme ça. Et enfin, pouvoir de créativité. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans le pouvoir de maîtrise, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de capacité à maîtriser quelque chose sans s'être laissé inspirer, traverser par quelque chose qui ne provient pas de soi peut-être, mais de plus grand, et qu'on se laisse traverser, pouvoir yin, et ensuite, une fois qu'on s'est laissé traverser, ben ça ressort, pouvoir yang. Et c'est ça que j'appelle la maîtrise. Et dans la relation sexuelle, c'est tellement important d'être capable de se laisser traverser. Autrement, on est dans le contrôle, on est dans le mental et on n'est plus dans la présence. Voilà ce que j'avais à dire du pouvoir yin et du pouvoir yang. Alors, maintenant, si on va chercher du côté de l'hindouisme, c'est légèrement différent du taoïsme, mais c'est intéressant aussi. On voit que Shiva et Shakti, alors Shiva, il est à gauche. Je ne sais pas sur votre écran s'il est à gauche aussi, je pense. C'est le bonhomme en bleu avec sa magnifique peau de bête autour de la taille et avec ce qu'on pourrait penser être une vache, mais en fait, c'est un taureau, puisque Shiva, il est souvent représenté chevauchant un taureau dans l'hindouisme. Et Shakti, elle, qui est à droite avec sa fleur de lotus, elle est, elle, souvent représentée chevauchant un lion. Donc Shiva, c'est le masculin sacré dans l'hindouisme et Shakti, c'est le féminin sacré. Et dans cette magnifique représentation de Shiva et Shakti, on voit bien que c'est dans une même personne que les deux principes se confondent pas, non, mais s'associent, on va dire, l'un à l'autre. Et cette personne, elle est quand même, moi j'ai envie de le dire comme ça pour le poser, euh, féminine. Même ce principe masculin qui est à gauche a quelque chose en lui de féminin. Tout comme ce principe féminin qui est à droite a quelque chose en elle de masculin. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ces deux choses. On peut l'interpréter comme ça. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Alors, on va un petit peu plus loin dans Shiva et Shakti. Là, je vous ai mis deux petites iconographies de Shiva avec son taureau et de Shakti avec son lion. C'est vraiment souvent, elles sont associées, quoi. Parce que le taureau, c'est la force virile dans l'hindouisme, c'est la combativité, c'est le pouvoir alors, c'est le pouvoir de construction, mais c'est surtout aussi la puissance sexuelle. Et donc, Shiva, ça signifie en hindouiste connaissance, conscience, gentillesse, force. Et cette force virile de Shiva, qui se fait dans la conscientisation, dans l'éclairage et dans la connaissance, mais aussi dans la capacité du guerrier à se battre pour ses valeurs, cette force-là, elle peut vite tourner dans l'hindouisme, si elle est poussée à l'excès, à quelque chose comme de la violence, à quelque chose comme une puissance brute, une puissance incontrôlée. Et donc, il y a quelque chose qui pourrait donner de la colère, de l'agressivité. Et dans le domaine sexuel, cette puissance sexuelle dont parle l'hindouisme, elle peut se transformer en luxure. Mais ça, pour l'hindouisme, c'est l'excès, en fait. Ce sur quoi je vais revenir dans la slide d'après. Shakti, quant à elle, alors c'est intéressant de voir que dans l'hindouisme, Shakti, elle est souvent représentée comme étant l'énergie. Et l'énergie, pour l'hindouisme, alors ça renvoie aussi à ce que Aristote appelait la puissance. Aristote disait la puissance, c'est ce qui attend d'être activé, réalisé, ce qui sommeille parfois en moi, l'ensemble de mes potentialités, de mes capacités, et qui attend d'être réalisé. Et bien ça, c'est Shakti dans l'hindouisme. C'est le potentiel à produire. C'est le mouvement dynamique qui va se réaliser et qui a besoin pour ça, du coup, ben, d'un petit coup de pouce comme Shiva a besoin de Shakti pour pouvoir éprouver sa connaissance, sa force, sa puissance. Shakti a besoin de Shiva comme d'une activation. Et Shakti, c'est l'harmonie, la dévotion, le courage qui est là à l'intérieur de la personne. Et aussi, c'est intéressant, c'est le pouvoir de destruction. Le pouvoir de destruction n'est pas forcément négatif. Le pouvoir de destruction est lié à la reconstruction et il est lié aussi à la mort
de quelque chose qui en favorise le dynamisme et le mouvement, donc la transformation. Et ça, c'est dans l'hindouisme Shakti qui apporte ça. Et Shakti, elle chevauche le lion, qui est le symbole dans l'hindouisme de la majesté. Et effectivement, on peut voir dans ce principe féminin, Shakti, une sorte de majesté, de noblesse, j'ai envie de dire. Même si c'est vite relié dans l'Inde au système de caste, et donc j'aime pas trop cette idée de noblesse. En tout cas, d'après le système des castes. Mais autrement, cette espèce de charisme, de noblesse dans la présence, qui est donc l'élément féminin dans l'hindouisme. Alors, poussée à l'excès, elle peut donner donc la magie noire, elle peut donner la destruction par absorption, ce qu'on peut appeler aussi le trou noir dans la physique. Elle peut donner la fermeture à l'autre, qui est condescendance, donc par excès de, comment on va dire, majesté, entre guillemets, mais qui donnerait vraiment une condescendance. Quelque chose qui est du coup un excès de ce principe-là. Voilà Shiva et Shakti dans l'hindouisme, pour vous montrer aussi que c'est un peu différent du yin et du yang, mais il y a quand même des points communs. D'un côté, l'idée de force, de combativité, et l'autre, harmonie, dévotion, potentiel à créer. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup quand je suis tellement, alors soit en peur du pôle opposé, soit en hypertrophie de mon propre pôle, que j'en oublie de cultiver en moi le pôle qui ne correspond pas à mon sexe ou à mon genre. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour la femme, par exemple, qui voudrait être purement yin ou purement shakti, c'est là qu'on arrive dans un ensemble de débordements. Donc, si on prend le yin, ce serait quoi? Pure réceptivité, pure réception, sans elle-même s'engager avec un caractère volontaire dans l'action. Et puis pour l'homme, pure action, sans jamais s'écouter, sans jamais intuitionner quoi que ce soit, juste de l'action pure. Et puis si on remplace ça par Shiva et Shakti, d'un côté, donc, ça serait la force brutale, effectivement, et d'un autre côté, ça serait cette espèce de noblesse et de majesté qui finalement va se dispenser du principe masculin, va refuser de s'ouvrir à lui, et donc va rester dans cette forme de condescendance, de pureté. Voilà ce que ça pourrait donner. Et puis, il y a l'excès inverse, c'est intéressant aussi. Si en tant que femme, je surexploite mon yang, c'est vrai que j'en arrive à oublier ce qui fait ma coloration féminine liée au yin, puisque je vais y revenir après. Il y a une coloration entre hommes et femmes par rapport à la proportion dans laquelle je me situe, entre yin et yang, Shiva et Shakti. Donc, si en tant que femme, j'ignore ma féminité, j'ai quand même quelque chose qui me manque. Si en tant qu'homme, j'ignore ma virilité, on va dire, ma puissance d'homme, j'ai quelque chose aussi qui me fait défaut. Mais là, ça devient plus délicat et donc la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui va me faire défaut? C'est ce que je vais essayer de vous montrer par la suite. Ce que j'aime, moi, penser, c'est que je suis femme, je suis homme, mais dans les deux cas, évidemment, je contiens en moi le yin et le yang. C'est ce petit schéma qui est au sein même de chaque sexe, de chaque genre, puisqu'il existe des personnes qui naissent dans un sexe et qui finalement se sentent dans la volonté de changer de sexe, ou plutôt de changer de déployer un autre genre que celui qui était leur sexe originel. L'idée du sexe, c'est naturel et inné, et l'idée du genre, c'est aussi le fruit d'un choix de la personne. Donc, en tout cas, que je sois genré féminin ou genré masculin, et alors vous allez me dire, et les non-binaires là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, il va falloir en parler à un moment donné, on va y venir. Et c'est tout à fait possible aussi. Le choix dans l'un ou dans l'autre des deux genres, cultiver ces deux pôles, c'est intéressant, mais quand même, je me rends compte que je ne les cultive jamais que à partir d'une certaine coloration qui est un genre. Femme, homme, et alors potentiellement non-binaire, qu'est-ce que ça donne? Pour résumer une première petite fois, attendez, excusez-moi, j'ai un message. Je le regarde vite fait. Plaf, plaf. Elcio, petite considération, Shiva est à droite, la figure montre la main droite comme irradiant comme partie de Shiva. La droite dans ma tradition de magie est symbolique, il est au masculin, à la gauche au féminin.
Ouais, c'est souvent ça. La droite, si tu regardes les deux nadis, les deux canaux qui traversent le corps à partir du périnée jusqu'au cerveau et ensuite qui reviennent au nez, le nadi gauche, Ida, c'est le nadi masculin qui va irradier, entre parenthèses, Non, excusez-moi, non, c'est pas vrai. Le nadi gauche, Alors, du coup, je me perds moi-même. Mais normalement, le nadi gauche, c'est Pingala qui vient irradier le cerveau droit et qui est le principe féminin. Et le nadi droit, c'est Ida qui vient irradier le cerveau gauche et qui est du coup plutôt féminin. Mais vu que mes neurones sont plus en capacité là, je te laisserai vérifier, Elcio, et me dire. Alors, je reviens à l'union. Ce qui est intéressant, pour moi, c'est de comprendre que l'union sacrée du yin et du yang, et je parle d'union sacrée, elle ne se fait pas au niveau du couple ou simplement au niveau du rapport entre deux êtres, elle se fait avant tout en moi-même. Et donc, la question, c'est comment est-ce que je peux rentrer en relation avec l'autre, alors, que ce soit l'autre genre ou le même genre, mais l'autre personne, mon alter ego, celui qui est en face de moi, avec ses différences et ses ressemblances. Comment je peux entrer en relation avec l'autre si moi-même, j'ai déjà du mal, soit à accepter le pôle qui correspond à mon genre, soit à accepter le pôle opposé en moi. Et du coup, effectivement, cet accueil des deux pôles, elle doit déjà se faire en moi pour pouvoir ensuite entrer dans une relation saine et équilibrée. Et c'est relativement intéressant de voir, et vous pourrez éprouver ça, que quand j'ai du mal à accepter un des pôles en moi, eh bien, mon expérience relationnelle et sexuelle va venir me confronter à ça en me donnant une relation dans laquelle l'autre va venir me tester là-dedans, va venir m'éprouver là-dedans, quel que soit le genre que je vais aller chercher comme genre préféré pour ma relation. Ce n'est pas une question de genre là, c'est une question de complémentarité de polarité ou plutôt d'épreuve de polarité. Et que je sois hétérosexuel ou homosexuel, en fait, ça ne change rien. Parce que si je suis un homme qui rencontre un homme, je suis deux polarités qui rencontrent deux polarités, qui sont teintées peut-être de manière différente, même si je suis dans le même genre, évidemment. Elles peuvent être aussi teintées de manière yang toutes les deux. Et donc, bah, c'est évident que ça va faire quelque chose aussi qui va parfois faire des étincelles. Elle sera très intéressant. Tout comme un homme et une femme qui sont tous les deux beaucoup dans l'hypertrophie du yang, en général, ça fait mal. Et pareil pour l'hypertrophie du yin, ça fait quelque chose qui ne va pas forcément toujours bien s'adapter. Du coup, c'est la conclusion de ma slide. L'union sacrée, c'est celle qui se fait à l'intérieur de moi, ok? Et ensuite seulement je peux envisager à l'extérieur de moi, et ensuite je peux envisager de me donner à l'autre. J'avais juste envie de rester 2 secondes sur cette phrase. Dans l'acte sexuel, me donner à l'autre, est-ce que c'est yin ou est-ce que c'est yang? Si vous réfléchissez 2 secondes, mais c'est les deux. Parce que d'un côté, je me donne à l'autre, je m'offre à l'autre, j'accueille l'autre, je m'ouvre à l'autre, homme comme femme. Et du coup, ça, c'est mon côté yin. Et d'un autre côté, je donne quelque chose de moi à l'autre. Et si je n'ai rien de moi à donner à l'autre, si je n'ai rien de moi à donner à l'autre, qu'est-ce que je peux lui offrir? Et vous voyez, là, il y a quelque chose de très intéressant de qu'est-ce que je vais pouvoir te donner de moi? Pas forcément chercher à contrôler quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai à te donner de moi? Et ça, c'est Yang. Et donc, pouvoir mélanger, associer ces deux facettes de moi, c'est quelque chose qui m'apparaît comme étant vraiment intéressant. Je continue. Je reviens à cette idée que je vous ai exposée de est-ce que je suis actif, est-ce que je suis passif dans la relation sexuelle? Quelque chose qui, pour moi, justement, vous avez compris, n'a pas lieu d'être. Parce que quand j'accepte de recevoir, quand je me déploie dans mon yin, est-ce que pour autant je suis passif? Et puis quand j'accepte de donner, quand je me déploie dans mon yang, est-ce que pour autant je suis toujours actif? Vous voyez, si je considère le pouvoir de yin comme le pouvoir de recevoir, et donc je vous en ai mis plein là, accueillir, attirer, s'écouter, se laisser toucher, chérir en son sein, une vie nouvelle par exemple, et puis créer, donc le pouvoir du yin. Alors je me rends bien compte que recevoir, c'est toujours un processus actif. Recevoir, ça demande de l'attention, ça demande même de la vigilance pour être vraiment dans la subtilité de l'éclairage de ce qui est en train de te jouer là. Et quand je reçois, si je reçois en pleine conscience, je suis méga actif.
toutes celles et tous ceux qui font de l'écoute active savent très bien que l'écoute active, ça demande de l'énergie. C'est quelque chose qui me demande aussi même un effort, si je me base dans cette conception de l'intensité de l'effort. C'est quelque chose qui est actif. Recevoir, c'est une activité de la conscience. Et puis donner, le pouvoir du yang. Alors là, je vous ai encore mis des petits des exemples. Céder, s'abandonner, pardonner. J'ai donné à chaque fois, hein, s'abandonner, pardonner. Rendre quelque chose que j'ai pris, se délester. Et ça, c'est autant de manières de se donner ou de donner quelque chose de soi. C'est yang. Et vous voyez que ce n'est pas forcément quelque chose qui va venir pénétrer la matière. Pénétrer la matière, rôter, même c'est yang. Pénétrer la matière de manière un petit peu brutale. Non, donner, c'est quelque chose qui peut se faire aussi dans la finesse et dans la subtilité et dans la conscience. Et donc, évidemment, donner, c'est quelque chose qui est actif dès lors que je suis dans la conscience de ce qui se joue dans ce que je donne à l'autre. C'est un processus actif. Mais la passivité, du coup, elle est où là-dedans? La passivité, elle n'est pas dans le yin ou dans le yang, dans la réception ou dans la donation. La passivité, elle est pour moi dans le fait de, alors, plus ou moins volontairement, plus ou moins consciemment, de refuser d'éclairer ce qui se passe, de refuser de placer sa conscience dans ce qui est en train de se jouer. C'est une stratégie de fuite, la passivité. Et donc, c'est une stratégie dont je suis aussi responsable, évidemment. Mais c'est vraiment l'auto-aveuglement dans lequel je fais les trucs, mais sans être vraiment là, sans être vraiment présent. Là est la passivité. Dans l'acte sexuel, évidemment aussi, elle est là. Dès lors que je mets en lumière ce qui se joue, quand j'accepte d'accueillir, quand j'accepte de donner en pleine lumière, je suis méga actif. Je suis dans le paroxysme de l'activité de la conscience. Et donc, alors, je n'ai pas le haut de la slide, mais je crois que c'est genre quand je m'ouvre à toi, j'imagine bien. Ou quand je m'offre à toi, quand je m'ouvre à toi, peut-être. Euh, je vais le dire comme ça. Quand je suis en union avec toi, quand je suis en lien avec toi, eh bien, homme ou femme, je me sens parfois plus dans mon yin, parfois plus dans mon yang. Est-ce que vous le sentez, ces moments où vous êtes plus dans votre yin et des moments où vous êtes plus dans votre yang? Des moments où je suis plus dans, eh bien, ok, j'accueille ce que tu vas me donner, et des moments où je suis plus dans j'ai envie de te donner. Alors évidemment, il y a les deux en même temps, tout le temps. Mais n'empêche que ces deux énergies-là, elles sont présentes dans la relation. Et j'ai envie aussi peut-être de voir toi, si tu es plus dans ton yin, plus dans ton yang, et puis je peux faire, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, je peux faire ce jeu avec toi, de te laisser prendre le dessus et d'être yang à un moment donné, et de jouir, de recevoir ce que tu me donnes, et puis ensuite, moi, de prendre le dessus et te donner quelque chose, et de pouvoir aussi jouir de donner quelque chose de moi. Donc ces deux pôles évidemment, se complètent bien dans une relation épanouie. Donc, le premier point de conclusion de ce chapitre, et on n'a pas encore fini, hein, c'est que quand l'un de nous deux donne à l'autre, quand l'un de nous deux, j'ai envie de dire, accepte de donner à l'autre quelque chose de lui, ce qui est jamais anodin. J'accepte de donner quelque chose de moi. Prenez l'image de l'expiration. Quand j'expire, quand je souffle, ce n'est pas anodin. Et vous le voyez avec le masque. Ce qu'on nous demande avec le masque, c'est de ne pas trop donner notre intérieur aux autres en cette époque de Covid et donc de respirer dans le masque. Donc on nous empêche en fait d'expirer de manière à offrir quelque chose de nous. Donc quand l'un de nous deux donne dans l'acte sexuel, est-ce que l'autre est capable à cet instant-là de saisir ça dans sa subtilité et d'accueillir en pleine conscience ce qui est donné? Si ce n'est pas le cas, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est plus problématique. Ça devient plus problématique. Mais en tout cas, évidemment, on peut changer à tout moment de polarité. Mais est-ce qu'on est capable de saisir ce jeu subtil de je te donne quelque chose de moi et moi j'accueille quelque chose de toi? J'accueille. Donc s'il y a passivité dans l'acte sexuel, eh ben, c'est parce qu'il n'y a pas consentement. Et ce consentement, évidemment, c'est quand par exemple, quelque chose est forcé. Donc là, comment tu vas accueillir quand tu es forcé? On est bien d'accord.
Mais le consentement, il commence bien avant. Il commence dans le fait de consentir, de sentir ensemble, de s'allier à l'autre par la sensation et de décider que c'est sur ce terrain-là qu'on va se rejoindre. Là, on est à fond dans le tantrisme. C'est sur le terrain de la sensation qu'on va pouvoir se rejoindre. Pas dans le terrain de l'intellection, pas dans le terrain du contrôle, mais sur le terrain de la sensation. Sensation qui peut être partagée, qui peut être même discutée. Alors, et ça m'amène à vous parler de la vague, le retour. Oui, parce que si je décidais d'écouter de manière la plus subtile possible, de manière la plus fine possible, ce que mon corps d'homme ou de femme me dit quand je suis face à toi, est-ce que ça ne pourrait pas donner lieu à ce qu'on appelle, est-ce que peut-être on cultive parfois, la vague tantrique, que peut-être vous connaissez, vous avez déjà entendu, mais je voulais faire tout ce détour pour pouvoir arriver là, à cette idée de vague tantrique. Je continue mon explication. Il y a un truc qui est intéressant et que j'ai mis un bon moment à accepter, pour être très sincère. Et encore maintenant, je me pose des questions, mais j'ai envie de tester. Et j'ai commencé à tester et je vois à quel point c'est waouh, super intéressant de tester ça. Donc, c'est un postulat du tantrisme shivaïte qui consiste à dire que le yin et le yang ne s'expriment pas de la même manière chez l'homme et chez la femme, et notamment au niveau des pôles émetteurs et récepteurs. Alors, je précise qu'on a bien compris que, homme comme femme, je peux être yin, je peux être yang, je peux être dans le don, je peux être dans l'accueil de l'autre à n'importe quel moment, évidemment. Quand je suis homme et que je laisse la femme me toucher, me caresser, qu'est-ce que je fais? Sinon, accueillir par mon yin ce que me donne la femme qui me caresse ou l'homme qui me caresse indifféremment, c'est OK. Donc ça, c'est bien clair. Mais en même temps, ce que nous disent les tantrikas, c'est que chez l'homme, le pôle émetteur, il est au niveau du sexe, donc le pôle yang, et le pôle récepteur, il est au niveau du cœur et de la poitrine. Et quand il parle de la poitrine, il parle des seins. Et il parle aussi des tétons, qui sont les extrémités des seins, et qui sont du coup émetteurs dans le tantrisme. Alors au début, je me suis dit, c'est quoi ce schéma? Et puis, avec l'expérience, c'est quand même assez intéressant d'aller visiter ça. Et du coup, ce qui veut dire que quand moi, homme, je pénètre mon ou ma partenaire en passant par le sexe et que je reçois la sienne et que j'accepte de recevoir la sienne par le cœur et par la poitrine, eh ben, je suis, on va dire, dans ma circulation d'énergie à moi. Je vais vous le montrer la slide d'après dans le schéma. Et pareil, la femme, nous disent les textes tantriques, elle est émettrice au niveau de la poitrine et du cœur, et elle est réceptrice au niveau du sexe. Et donc, quand moi, femme, je pénètre mon partenaire ou ma partenaire en passant par mon cœur, je les pénètre aussi en passant par ma poitrine, et que je reçois son énergie par le sexe, encore une fois, dans l'idée tantrique, je suis dans une sorte de circulation d'énergie qui ne peut être que productive. Et alors, qu'est-ce que ça donne si j'accepte de laisser circuler l'énergie dans le sens de la vague dans une relation tantrique? Eh bien, ce que nous dit le tantrisme, c'est que moi, homme, vous voyez, je me mets triangle pointe vers le bas pour dire que je réceptionne par le haut, par la poitrine, par le cœur, et que du coup, je vais canaliser pour pouvoir l'énergie, pour pouvoir émettre cette énergie par le bas, par le sexe. Et d'un autre côté, j'ai la femme à côté qui réceptionne cette énergie dans cette idée tantrique par le sexe et qui va la canaliser pour aussi l'émettre et la rendre au niveau du cœur et de la poitrine. Eh bien, il y a quelque chose qui va se créer comme ça et que peut-être vous connaissez pour l'avoir déjà expérimenté au niveau simplement de la respiration, où on se met, vous savez, les deux, alors les jambes qui entourent l'un l'autre, presque en tailleur, mais avec les jambes comme ça, et où juste en respirant ensemble, on va faire circuler l'énergie et circuler la vague. Donc, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui va venir, vous le voyez bien ici, circuler de l'un à l'autre ou de l'une à l'autre et qui va faire quelque chose comme du coup un cercle vertueux. Alors, par contre, il y a une petite confusion qu'il faut éviter et parce que je suis tombé dedans aussi moi-même, c'est pourquoi c'est là ça? Ah ouais, c'était juste pour vous redire, je reviens là. C'était pour vous redire que là, on voit bien
ce qui me paraît super intéressant, c'est que le yin, du coup, dans le symbole taoïste, eh ben, il essaye de pénétrer l'autre par le haut, en fait, ce qui pourrait correspondre à la poitrine. En tout cas, ça m'amuse de penser ça. Et que le yang, il pénètre l'autre par le bas. Et donc, on pourrait dire par le sexe qui est situé plus en bas dans un schéma vertical de l'être humain. Pourquoi pas? En tout cas, ça m'a amusé de me dire, ah ouais, effectivement, là, on est dans quelque chose qui représente bien. Alors, attention aux confusions. Du coup, si jamais je vais un peu plus loin dans cette idée de la circulation de l'énergie, je pourrais en arriver à penser que l'homme donc doit stimuler sa femme au niveau du sexe, voire du clitoris par exemple, ou d'autres choses qui sont au niveau du sexe pour faire qu'elle s'ouvre à lui. Et c'est ce qu'il a souvent tendance à vouloir faire, pour quand même être assez honnête, parce que elle est réceptive au niveau du sexe. Donc allons-y, stimulons-la au niveau du sexe, et puis elle va s'ouvrir. Et la femme, elle, ça veut dire quoi? Qu'elle cherche à stimuler son homme au niveau de la poitrine. OK. Alors, ce n'est pas inintéressant, hein, mais ce n'est pas exactement ça que dit le tantrisme. Et j'ai presque envie de dire que c'est exactement le contraire. Mais ce n'est pas totalement vrai. En tout cas, ce n'est pas exactement ça. Ce que dit le tantrisme, et encore une fois, euh, pour l'avoir éprouvé, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, je vous engage à ne pas croire sur parole ce qui vous est dit, mais peut-être à faire des expériences, à essayer, à voir ce que ça donne. Ce que dit le tantrisme, c'est que l'homme a besoin d'être accueilli dans son yang au niveau de son sexe pour pouvoir s'ouvrir à la femme au niveau de son cœur et de sa poitrine. Il a besoin d'être accueilli dans son yang au niveau de son sexe, il a donc besoin d'être honoré dans son yang pour pouvoir ouvrir son cœur. Et que la femme, elle a besoin, elle, d'être accueillie dans son yang au niveau de la poitrine et au niveau du cœur. Et la poitrine féminine, et j'ai pu en faire l'expérience, elle est vraiment émissive. Elle a un fort pouvoir émetteur. Et donc, ça a aussi un fort pouvoir d'attraction. Donc, la femme, elle a besoin d'être accueillie dans son yang au niveau de sa poitrine. Et donc, elle a aussi besoin de s'accueillir dans son yang pour pouvoir ouvrir son sexe à l'autre, donc accueillir l'autre en son sexe. Et donc, l'idée là, c'est que quand j'honore le yang de l'autre et quand l'autre honore mon yang, alors nous nous ouvrons l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire honorer le yang de l'autre? C'est là un cercle vicieux. Mais ça veut dire l'accueillir en soi. Mais vous voyez que c'est un cercle qui pourrait vite devenir vicieux. Parce que comment je fais pour honorer le yang de l'autre, accueillir l'autre en moi, si je ne suis pas moi-même déjà ouvert à l'autre dans mon yin? Et si on suit ce schéma jusqu'au bout, on voit que l'amour nous submerge, mais pas forcément. L'amour, pour qu'il nous submerge, euh, dirait le tantrika, il faut que je me sente honoré, moi, homme, et aimé dans ma puissance euh, sexuelle qui se diffuse au niveau de mon sexe. Et moi, femme, me sente honoré et aimé au niveau de ma poitrine et donc au niveau du cœur aussi. Et dans ce cas-là, je suis capable de m'ouvrir à l'autre. C'est pour ça que des fois, vous entendez, peut-être vous avez déjà entendu, ces phrases un petit peu réductrices, mais en même temps, qui m'apparaissent maintenant de plus en plus comme étant potentiellement vraies et qui disent la femme a besoin d'être aimée pour pouvoir s'ouvrir sexuellement. Et l'homme a besoin de se sentir accueilli sexuellement pour pouvoir s'ouvrir à l'autre et l'aimer au niveau du cœur. Oui, et donc dans les ouvrages comme par exemple, je ne sais plus là, les hommes viennent de je ne sais pas quelle planète et les femmes de l'autre, Mars et Vénus, on a ce genre de phrases qui disent voilà, la femme elle a besoin de se sentir aimée et ensuite elle accepte volontiers d'avoir cette relation sexuelle et l'homme c'est en ayant la relation sexuelle qu'il va commencer à aimer. Alors, moi, j'aime pas trop ces idées un petit peu binaires, mais en même temps, c'est intéressant de voir que le truc qui me touche beaucoup, et donc j'ai expérimenté, c'est que quand dans mon yang, au niveau de mon sexe, je me sens accueilli, et donc pas forcément par la pénétration, ça peut être vraiment déjà juste par la reconnaissance, par le contact, par le toucher, par plein de choses qui peuvent me montrer que, OK, je suis accueilli et je suis reconnu. Et je ne sais pas vous, mais moi, homme, j'ai une blessure qui est transgénérationnelle, que je tiens de ma lignée paternelle et de la lignée de tous les pères avant moi, qui est la peur de blesser.
par mon sexe. Et du coup, si je me sens accueilli par l'autre, par mon ou ma partenaire, dans la puissance potentielle de mon yang, eh bien, sans avoir peur de blesser, sans avoir peur de, entre guillemets, faire de la merde, comme plein d'autres avant moi ont fait, quoi, eh bien, je m'ouvre. Mais vraiment, je m'ouvre à l'autre dans mon cœur. Et j'ai pu le sentir, c'est formidable. C'est vraiment quelque chose de génial. Et pour la femme, eh bien, ça se passe de la même manière, puisque chez la femme, ce qui a été très longtemps, alors, soit diabolisé, soit objectivé, mais jamais vraiment reconnu et sacralisé dans l'histoire. Alors, quand je dis jamais, ce n'est pas vrai, j'exagère, mais rarement. C'est la puissance qu'elle a au niveau de sa poitrine et au niveau de l'émission dans laquelle elle peut être énergétiquement au niveau de la poitrine. Alors, j'ai déjà fait des exercices donc, en tantrisme où vraiment, moi, je me concentre sur ma puissance émettrice au niveau de mon sexe, au niveau de mon périnée aussi, au niveau de mon plancher pelvien, tout ça. Et la femme se concentre sur la puissance énergique au niveau de ses seins et au niveau donc de sa poitrine et l'émission qui vient du cœur. Et c'est incroyable l'énergie qui peut se dégager, qui peut se diffuser. Et du coup, si elle se sent honorée à ce niveau-là dans sa puissance yang, alors évidemment, il va y avoir quelque chose qui va être formidable, qui va être une ouverture au niveau sexuel. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du consentement. Mais quand j'arrache le consentement, quand je vais le chercher en allant directement provoquer quelque chose, par exemple au niveau du sexe de la femme, peut-être que je ne suis pas toujours très bien ordonné. Et alors, effectivement, elle peut s'ouvrir dans ce cas-là. Mais peut-être que ça ne va pas être aussi, comment on va dire, consenti que si je brûle pas les étapes et si déjà, je vois comment je suis reconnu moi dans mon yang, elle voit comment elle est reconnue dans son yang. Et puis, si on est deux hommes ou deux femmes, c'est en fait la même chose. C'est déjà reconnaître l'autre dans son yang. Et puis ensuite, à partir de ça, voir qu'il est capable de s'ouvrir dans son yin et puis soi-même aussi faire ce trajet-là dans sa puissance. Et là, effectivement, quelque chose se passe qui est vraiment beau pour moi dans la relation sexuelle. En résumé, et là, j'aurais fini mon premier chapitre. Vous voyez, ce n'était pas possible de faire les 5. Je suis un homme, je suis une femme. Et tout à l'heure, je vous disais, je suis yin et je suis yang. Homme comme femme. Je suis yin et je suis yang à la fois. Mais, je vous disais, et j'avais du mal à vous l'expliquer tout à l'heure parce que je n'avais pas encore fait tout ça, mon yin et mon yang ne s'expriment pas de la même manière. Ils ne sont pas colorés de la même manière, notamment au niveau de la circulation de l'énergie quand je suis homme ou quand je suis femme. Si je commence, alors ce schéma, j'ai envie de préciser, il n'est pas normatif, il n'est pas universel, puisque ensuite il y a toutes les questions de transgenre et de non-binarité et qui viennent évidemment compliquer un schéma que j'ai voulu un peu binaire exprès pour commencer à mettre les choses dans des cases et puis ensuite vous-même essayez de les sortir des cases si vous voulez. Mais n'empêche que quand je comprends ça et quand je comprends que euh, la relation entre mon yin et mon yang sont colorées par quelque chose qui tient aussi à mon genre et que je peux, de là où je suis, honorer la puissance de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Voilà. Ma plus grande peur d'homme, alors là, peut-être je ne parle que de moi, mais peut-être je parle aussi à d'autres hommes, c'est de ne pas être accueilli dans mon yang. Et vous savez quoi? Ma plus grande peur de femme, c'est de ne pas être accueilli dans mon yang. Et du coup, c'est peut-être là le point de départ pour pouvoir ensuite aller vers l'ouverture et vers le yin. Mon yang a besoin d'être accueilli pour que mon yin, par un yin qui lui-même se sait puissant, suffisamment puissant pour accueillir le yang, pour que mon yin lui-même puisse se déployer dans sa puissance et que moi-même j'accueille l'autre dans mon yin. Et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Voilà l'idée de cette première soirée, alors que là, je vous ai présenté de manière très théorique, mais sur laquelle on va pouvoir échanger ensuite quand on sera dans le cercle entre hommes et peut-être dans un second temps, parce que j'aimerais beaucoup le faire, même si ce n'est pas encore totalement d'actualité pour moi, dans des cercles mixtes hommes-femmes, qui seraient aussi très intéressants. Voilà. Du coup, là où j'en suis, je fais une petite pause dans la conférence et pour pouvoir répondre à vos questions,
recueillir vos ressentis avant de continuer avec les autres cercles, avec les autres thématiques, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Du coup, plouf, plouf, je vais arrêter 2 secondes. Voilà. Je me remets en partage d'écran. Je lis les commentaires et si vous voulez rallumer vos caméras, c'est cool. Si vous voulez rallumer vos micros pour pouvoir témoigner ou poser des questions, c'est cool. Et si vous voulez juste écrire des messages, c'est OK aussi. Alors, Roselyne, merci pour toutes ces notions. Je retiens surtout cet équilibre entre donner et recevoir. Ouais, l'harmonie qui doit être en nous pour la trouver avec l'autre. Voilà, cette respiration, ce que nous évoque le symbole yin et yang. Je vous souhaite bonne soirée, merci encore, etc. OK, OK. Yes, effectivement, c'était là l'idée, l'accueil du yin et du yang en soi. À vous de jouer. Yes, Hugues, tu es le deuxième à avoir mis sa caméra. Bienvenue. Ok, moi j'ai Bah pas de alors, questions, Patrick, hein. Je suis prêt pour la suite. Pas de questions de mon côté. yes. Je suis super content de voir que ce soir, on a à peu près la parité entre les hommes et les femmes, alors que dans les conférences que je fais, il y a souvent 2 ou 3 hommes qui se battent en duel et le reste ce sont des femmes. Et j'aime bien l'idée de pouvoir aussi parler aux hommes et aux femmes de manière plus paritaire. OK. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Autrement, j'enchaîne. Moi, je m'en fous, hein. 5, 4, 3, 2, 1. J'enchaîne. N'hésitez pas hein, si vous voulez me poser des questions. Je remets la discussion. Plouf plat. Alors les autres, ça va être plus rapide parce que ben j'ai rien préparé ce soir parce que je me suis dit que déjà là, j'allais assez vous abasourdir avec le premier chapitre. Du coup, ça va être plus rapide, mais en même temps, ça peut vraiment être l'occasion d'échanger. Donc là, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est que je vais rester quelques instants sur chaque thématique pour vous permettre de poser des questions si vous en avez envie, de partager. Je vous dirai quelques trucs qui me viennent à l'esprit comme ça. Et puis ensuite, quand on aura fini les cinq thématiques, je pourrais rouvrir à la discussion finale. Alors, après le fait de donner et de recevoir, une des choses qui m'a, moi, alors qui chez moi est vraiment un travail de tous les jours, c'est le passage de la gestion à l'abandon. Et du coup, je vais vous lire déjà le teaser, qui est le teaser des soirées, des cercles d'hommes, et qu'ensuite, on va pouvoir questionner ou commenter. Et du coup, j'enlève la discussion, je la mets là, parce qu'autrement, eh ben non, ce n'était pas ça que je voulais faire. Hop, je la mets là. Voilà. Oui, du coup, l'idée, c'est de dire qu'effectivement, alors au départ, je m'adresse aux hommes comme d'habitude dans les cercles d'hommes, que l'injonction de contrôle, et notamment de contrôle de l'éjaculation. Mais pour la femme, il y a aussi une injonction de contrôle qui est liée à cette espèce de nécessité. Alors, encore une fois, à vous de m'éclairer quels sont tous les tenants et les aboutissants qui composent cette nécessité d'aller à l'orgasme. Et donc, cette idée que si j'y vais pas, si j'y vais pas tout le temps, si j'y vais rarement, si j'y vais jamais, donc ça dépend beaucoup des femmes, ça dépend aussi de leur expérience, de leur âge et tout ça, mais il y a quelque chose quand même que j'ai entre guillemets raté. Donc ça, ce serait l'injonction féminine.
Et si je reviens à l'injonction masculine, c'est clairement, en tout cas pour moi, une injonction de contrôle. Et notamment parce que, alors je vais vous parler de moi quelques instants, je vais me dépoiler un peu, parce que originellement, à la base, je suis d'une sensibilité assez élevée et donc j'ai assez rapidement été éjaculateur précoce. Et du coup, j'ai passé des années et des années à essayer de voir comment je pouvais faire pour retarder le truc. Et donc, c'est passé effectivement chez moi par le contrôle. Donc, j'ai vraiment trouvé des tas de stratégies et des techniques de contrôle, notamment dans le tantrisme et dans d'autres disciplines. Mais je suis resté encore pendant très, très longtemps dans cette injonction de contrôle. Et donc, ça fait de moi et ça fait de celui qui est dans cette idée-là du rapport, en tout cas dans cette stratégie-là pour essayer de le faire durer, on va dire, et faire éprouver du plaisir à sa compagne ou à son compagnon. Ça donne quelque chose qui donne un bon gestionnaire. Vous voyez, j'exagère, mais je vais gérer, je vais essayer de gérer. Et ça, vous l'avez entendu déjà plein de fois dans votre vie, je vais gérer. Et là, il y a un endroit où ça s'exacerbe, à tel point que moi, personnellement, ça me donnait des fois plus envie de faire l'amour. C'était ah mais non, mais il va falloir que je gère, quoi. Je suis fatigué d'avance. Donc c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Et j'imagine que ça peut être aussi, parce qu'il y a aussi toute une activité, évidemment, dans la présence féminine et dans l'écoute de soi et de l'autre et dans la donation de soi à l'autre, donc qui est très yang chez la femme et qui peut aussi donner cette idée des fois, mais il va falloir encore faire tout ça et voilà, et des fois, on n'a pas envie, quoi. Et donc, la question, c'est comment passer du mode gestionnaire au mode abandonné. Mais pas abandonné comme dans la blessure d'abandon, où, du coup, en gros, l'autre il s'est barré et je suis tout seul dans mon pieu, quoi. Hein, ça, c'est pas cool. Mais non, le fait de s'abandonner, le fait de finalement ne plus chercher à contrôler. Et alors, vous voyez bien, si je reprends par exemple mon exemple, pour moi, c'est très clair à la base. Il se passe quoi si je m'abandonne? Bah, je jouis et puis c'est fini, quoi. Et du coup, l'idée, ça a été et c'est encore de trouver une autre forme d'abandon, une autre manière de s'abandonner qui soit une manière, du coup, qui ne m'amène pas là où j'ai pas envie d'aller. Et ben, c'est pas évident. Et en même temps, j'ai trouvé sur mon parcours plein de petites clés, alors des clés de conscience, pas des clés de technique, de conscientisation, d'éclairage que bah, j'ai envie de vous livrer et j'ai hâte aussi de pouvoir voir donc, dans les cercles de parole avec les hommes quelles sont les clés entre guillemets que vous avez pu avoir. Voilà. Il y en a qui sont très simples et en même temps qui sont géniales quoi, dans le passage de la gestion à l'abandon. Alors, je remets la discussion au cas où, pour l'instant, c'est bon. Il n'y a pas eu d'autres trucs. Une, par exemple, allez, j'ai envie de vous livrer là maintenant une des clés qui, moi, m'a fait beaucoup cheminer et qui me fait encore beaucoup cheminer. C'était dans un stage de tantrisme où les personnes qui nous accompagnaient ont fait cette distinction entre deux zones dans lesquelles on peut passer quand on est en relation sexuelle avec quelqu'un. Ce qu'ils appelaient la zone, alors je ne me rappelle plus des noms, mais moi j'ai envie de leur donner mes noms à moi. Du coup, la zone, comment je vais l'appeler ça? Allez, la zone verte et la zone rouge. La zone verte, c'est quand je ne suis pas assez excité encore pour pouvoir me dire que ce n'est pas possible de ne pas aller à la jouissance. Ou plutôt, parce que là, je suis déjà vraiment très, très excité quand j'ai vraiment envie d'aller à la jouissance. Mais c'est la zone verte, c'est bon, je pourrais m'arrêter là, j'aurais l'impression que c'est OK. J'aurais l'impression que je n'ai pas envie de continuer jusqu'à l'orgasme. Et cette zone-là, moi, personnellement, elle est très vite franchie. C'est-à-dire, tout de suite, c'est directement zone rouge, quoi. Et la zone rouge, ce qu'ils appellent la zone rouge, c'est du coup, ben, mon excitation nerveuse est déjà telle que si jamais on s'arrêtait là et ma partenaire me disait ah, c'était bien, hein. Bon, maintenant on va boire une tisane, bah, je me sentirais légèrement frustré. Et du coup, l'idée, c'était non pas comme on fait traditionnellement dans notre approche ou dans même certains courants tantriques, de faire ces espèces d'aller-retour dans la zone rouge
où on est entre le pic, et là, on sait que si on continue, là, c'est mort. Et donc, on redescend un peu, on calme un peu, mais on est encore dans la zone rouge. Parce que du coup, ben, là est l'excitation, et là, c'est bon, quoi. Puis on remonte un petit peu, on se réexcite à fond, puis ensuite, on se laisse redescendre. Donc ça, c'est rester dans la zone rouge. Et le conseil, c'était, et c'est vraiment intéressant pour moi, c'était d'essayer de redescendre le plus possible au départ pour essayer de voir ce que ça fait dans la zone verte, dans laquelle l'excitation n'est pas vraiment là, et dans laquelle on a un plaisir sensuel, mais sans avoir une excitation, et de pouvoir faire l'amour comme ça, sans forcément être dans l'excitation. Et ben, ce conseil-là, qui m'a paru au départ être un remède de grand-mère pour le grand-mère et grand-père qui faisaient l'amour, je me le dis franchement, eh ben, c'est quelque chose qui vraiment m'a beaucoup aidé à mettre plus de conscience parce que plus il y a d'excitation et plus c'est difficile d'être vraiment dans la proportion. Et donc là, et donc ça change aussi le rapport à l'autre. Donc voilà, c'est un des petits éclairages qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé. Il y en a d'autres, mais j'ai aussi envie d'avoir vos réactions à vous. Si vous voulez partager, je, je prends volontiers. Alors, est-ce qu'il y a des partages? Pas encore. Ou alors, j'y vais et je laisserai les partages pour tout à l'heure. Allez, la troisième thématique, honte et culpabilité. Donc là, on est évidemment, alors je vais vous lire le truc, dans les entre guillemets déviations par rapport à la entre guillemets norme sexuelle qui du coup sont des déviations qui peuvent aller dans plein de sens différents. Et donc, hop là, je vais mettre ça ici. Donc voilà le teaser, on les appelle pratiques déviantes et on s'y adonne parfois avec un mélange de plaisir et de honte. Les deux étant d'ailleurs liés. Et effectivement, la question là, c'est d'essayer d'aller contacter ce lien qu'on peut avoir. Alors, est-ce que c'est une déformation de la normalité? Est-ce que c'est l'anormalité? Ou est-ce que c'est finalement une manière élargie d'envisager le plaisir, notamment le plaisir sexuel, que d'aller le chercher dans des endroits, dans des zones, dans des pratiques, dans des échanges qui sont moins bien acceptés par la norme. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce plaisir? Est-ce que c'est juste un plaisir expérimental, expérientiel, ou est-ce que c'est un plaisir qui est lié peut-être à ce que je dis dans mon deuxième paragraphe, à des stratégies de dédramatisation de choses qu'on a vécues nous quand on était enfant de manière plus ou moins traumatisante, qui pouvaient être des fois anodines, mais qui finalement nous ont marqués, voire traumatisés. Et puis, est-ce que des fois aussi, il n'y a pas des questions de fait de rejouer d'une manière ou d'une autre des choses qui sont liées à des pratiques non consenties ou des choses comme ça. Mais ça, ce serait vraiment réducteur, je pense, même si c'est quand même intéressant d'aller pointer ça et d'aller voir comment dans la sexualité, comme dans tous les autres domaines de la vie, je rejoue des choses que je n'ai pas pu à l'époque assumer parce que je n'en avais pas les moyens, souvent parce que j'étais beaucoup trop petit pour ça et que du coup, je n'étais vraiment pas encore à l'âge où j'avais les moyens de pouvoir éclairer vraiment quelque chose sans péter un câble. Donc, j'ai flou, clivé, shunté, refoulé, tout ce que vous voulez, et puis je le rejoue, et je le rejoue, et je le rejoue. OK, mais encore une fois, je dis que ce serait réducteur parce qu'il y a aussi tout un panel d'expériences qui sont très intéressantes à ouvrir, justement pour ouvrir le champ de la sensualité et de la sensibilité en dehors des sentiers battus. Donc voilà, des exemples, on en a des tonnes, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et l'idée, c'est d'aller explorer quelle est la part de honte et la part de culpabilité. Les deux étant distincts, hein, si vous remarquez honte et culpabilité. Vous pouvez déjà, si vous voulez, tiens, j'ai envie de ne même pas vous donner de définition pour vous donner l'occasion de les définir en vous et de trouver en vous la distinction entre la honte et la culpabilité par rapport aux pratiques sexuelles que vous pouvez avoir ou vous pouvez avoir eu. Honte, culpabilité. Et donc, voilà. Comment je me situe, comment on se situe, comment on a envie de se situer par rapport à tout ça dans notre sexualité. Et voilà. Et est-ce que c'est possible de conserver l'idée que la sexualité est sacrée, même quand il s'agit de pratiques sexuelles qui ne pourraient pas être cautionnées par la norme? Voilà.
Est-ce que c'est possible d'aller jusque-là? Dans l'idéal tantrisme, il n'y a aucun problème. Mais réellement, nous qui sommes empreints d'une culture, notamment judéo-chrétienne, mais même d'une culture pleine de tabous, c'est jamais si évident que ça. Ça, c'est la troisième soirée. Et ce n'est pas pour rien que je l'ai mis en troisième, parce que si j'ai mis en première, il n'y aurait rien qui a été dit pendant toute la soirée. Et du coup, là, moi, on commence à faire un peu une exploration. Allez, quatrième soirée. Ouf. Autonomie et dépendance. Et du coup, là, il est question de masturbation. Il est question de plaisir personnel. Il est question de quelle place je donne au plaisir personnel dans ma life. Et notamment quand je suis en couple. Vous voyez cette idée que si je suis en couple et si je suis satisfait du point de vue sexuel par mon ou ma partenaire, qu'est-ce que j'irai foutre à me procurer du plaisir moi-même? Une espèce de quoi? De narcissisme, quelque chose que… Et du coup, si vous dites ça à votre partenaire et qu'il ou elle peut-être n'est pas éclairé sur ces choses-là, si jamais il faut être éclairé, je ne sais pas, ça risque de faire des tensions. Ça risque de quoi? Tu fais ça dans ton coin, mais quoi, je ne te satisfais pas? Et oui, tout de suite l'idée qu'il y a derrière. Et donc, c'est ça que j'ai envie d'aller questionner. Donc, parmi les tabous de la sexualité, la masturbation, donc entre parenthèses, avec ou sans aide visuelle ou virtuelle. Et du coup, j'y vois vraiment deux côtés qui me paraissent super intéressants, entre lesquels on peut essayer de s'orienter. D'un côté, il est question évidemment de l'auto-apprentissage de sa sensualité. Et dans toutes les pratiques que j'ai pu expérimenter autour du tantrisme avec différentes personnes, il y avait tout le temps cette question de est-ce que tu te connais bien? Est-ce que tu te connais suffisamment bien? Est-ce que tu ne peux pas t'explorer encore un peu plus et aller voir jusqu'où tu peux aller dans le fait de te procurer à toi-même du plaisir, de te donner du plaisir, de t'aimer toi-même finalement. Donc il y a tout ce côté-là de la dimension de la bonne connaissance de soi qui est évidemment aussi corporelle. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais d'un autre côté, vous voyez, l'autre, il est là. L'autre excès qui peut arriver assez vite, c'est comme toutes les addictions, il y a une possibilité d'être addict à l'autosexualité. Puisque bah, c'est comme dans les drogues. C'est Julia Sissa, le psychologue, qui disait la drogue est un bypass des efforts que l'on peut prendre pour obtenir le plaisir à la fin dans la vie de tous les jours. Là, je me fais ma dose et j'ai un plaisir immédiat, assez facile à obtenir et sans avoir fait tous les efforts. Et du coup, c'est certainement préférable à tous les efforts que je pourrais faire. Il y a quelque chose d'un peu similaire dans la masturbation, qui est que je ne vais pas avoir tout ce qu'il faut mettre en place, entre guillemets, oui, dans l'imaginaire, notamment de celui qui contrôle, pour pouvoir arriver à mon but à la fin. Et là, c'est bon, je le fais dans mon coin tout seul ou toute seule, et c'est plus rapide, et je me connais bien, et j'y arrive vite, et comme ça, plaf. Et on peut tomber assez vite addict quand même à cette forme-là. Et du coup, ce qui est dit aussi dans les pratiques tantriques, c'est que cette forme de dépendance à soi, d'addiction à son propre plaisir, va quand même assez vite déstabiliser la relation à l'autre, l'envie d'aller vers l'autre. Euh, Déjà, en apportant cette dimension d'immédiateté ou de rapidité ou de trucs à atteindre, et puis deuxièmement, parce que ben voilà, j'ai moins de désir en fait. Et surtout que dans l'autosexualité, ce qui est très très clair, c'est que mon but c'est d'aller à l'orgasme. C'est très très clair quoi. C'est rarement de juste me faire plaisir et mieux me connaître. C'est très rapidement d'aller à l'orgasme. Et du coup, si j'accumule les orgasmes, ben, il y a un truc aussi qui est assez vrai, et je le dis à la fois d'expérience et théorique, c'est que eh ben, je diminue en énergie progressivement et ensuite, alors peut-être j'arrive dans la relation sexuelle plus en ayant cette peur de tout de suite aller à l'orgasme. Et donc, c'est une des stratégies que j'ai pu essayer d'employer à un moment donné. Mais j'y perds énormément aussi en qualité, en désir, en attirance, en relation, en envie d'aller vers l'autre, etc., etc. Donc, il y a aussi un danger que j'ai envie quand même de pointer. Ce n'est pas anodin. Et puis, il y a un dernier truc que j'ai envie de pointer, c'est cette idée de chercher le soulagement. Moi, si je prends mon expérience, souvent, l'idée, alors à une époque, c'était très, très vrai, l'idée que je visais,
dans la masturbation, c'était le soulagement de mon excitation nerveuse. Pour X ou Y raison, hein, parce que par exemple, j'avais passé une dure journée ou parce que j'avais fait un sport en compète qui me tapait sur les nerfs, qui était génial, mais qui faisait que je rentrais chez moi dans un état de nervosité absolue et que du coup, bah, l'idée, c'était de se soulager. Et ce que j'ai compris et appris dans mes différentes pratiques tantriques, c'est que amalgamer la sexualité avec une excitation nerveuse et un soulagement nerveux qui est le but, c'est vraiment la réduire à quelque chose qui est triste par rapport à ce qu'elle pourrait être. Et donc voilà, il y a encore ce danger-là à aller explorer, à voir comment je me sens par rapport à ça. D'où la question, comment est-ce que je peux intégrer pleinement ma dimension solitaire de plaisir dans ma sexualité sans honte, d'une part, ni dépendance de l'autre. Voilà, voilà l'idée. Alors là, encore une fois, il y a un univers, quoi. Il y a une cartographie à établir, c'est assez gigantesque. Allez, dernière chose, slow sex et intensité. Alors ça, c'est vrai que je l'ai mis en dernier parce que déjà, c'est mon petit chouchou, on va dire. C'est mes découvertes les plus récentes. Et puis c'est quelque chose qui demande peut-être d'avoir éclairci aussi plein d'autres trucs avant pour pouvoir accepter et accueillir les idées du slow sex. Alors, je vous explique brièvement, même si ce n'est pas mon but ce soir. Le slow sex, vous le connaissez peut-être, c'est Diana Richardson qui est une des disciples d'Osho qui a amené ça en Occident. Et donc, il y a des stages en France, il y en a pas tant que ça, il y en a quelques-uns en Suisse aussi. C'est cette idée de ralentir, donc comme le slow food, le slow traveling, le slow life, de ralentir au maximum la relation sexuelle. Et alors, pas forcément uniquement de la ralentir au niveau rythme, au niveau cadence, au niveau, vous voyez, cette fameuse pénétration comme ça, saccadée. Il y a de ça, évidemment. D'ailleurs, dans le slow sex, l'idée, c'est d'aller jusqu'à l'immobilité et de pouvoir jouir de l'immobilité, de pouvoir être vraiment dans cette relation à l'autre où juste le contact entre deux sexes rend l'union absolument formidable, mais sans y mettre le mouvement. Et vous voyez tout ce qu'il y a derrière, surtout pour l'homme, qui est très très clair, qui est du coup je vais débander, et pour la femme, mais du coup je vais peut-être moins lubrifier, et etc., etc. Et donc il y a toutes ces choses-là à travailler et à aller explorer progressivement, mais c'est vraiment un chemin qui me paraît formidable. Cette idée-là, donc, d'aller chercher la subtilité plutôt que la cadence. Et il y a aussi dans le slow sex, du coup, cette recherche de modifier sa perspective, sa vision de l'intensité. La perspective classique, et je suis bien passé pour le savoir et pour le dire, c'est l'intensité quantitative. C'est-à-dire l'intensité sur, vous voyez, sur une ordonnée, l'abscisse étant la notion de temporalité, par exemple, c'est la courbe qui fait comme ça, quoi. Donc, ce qui correspond bien aussi à l'orgasme jugé traditionnellement. Cette idée que je vais avoir un plaisir qui va grimper en flèche, quoi, et je vais rechercher ça. Un plaisir vraiment qui est puissant, qui est costaud. Au niveau lumineux, ça serait une lampe à 10 millions de watts, si vous voulez. Ça, c'est l'intensité quantitative. Et c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, j'ai une forte tendance à chercher l'intensité quantitative. En ajoutant, en en ajoutant, en en ajoutant. Et donc, ça donne quoi? Au niveau de la vitesse, par exemple, bah, je vais m'acheter une moto et je vais m'acheter une 250, après une 500, et après une 1000, et après quoi d'autre, quoi. Et j'en suis passé par là et j'ai vu aussi que ça n'apporte rien, parce que je m'habitue à l'intensité et du coup, j'ai besoin de toujours plus d'intensité pour pouvoir avoir la même dose de plaisir, voire de moins en moins de plaisir. Ce qu'on appelle l'addiction, exactement. Et donc, ce n'est pas OK. Au niveau de la bouffe, c'est la même. Je ne vais pas commencer à manger de plus en plus pour avoir… Non, ça ne va pas. Et du coup, je me suis aperçu au fur et à mesure de mes différentes expériences, notamment en privation sensorielle ou d'autres choses comme ça, que si je fais le contraire, si je diminue l'intensité quantitative, si je mange moins, par exemple, alors ce que je n'arrive pas à faire tout le temps, hein, mais si je jeûne, si je m'enlève un sens, deux sens, trois sens pour voir qu'est-ce qui reste en moi et comment je réagis, si je ralentis considérablement
mon activité durant la pratique sexuelle, par exemple, ou même si je cherche à aller retrouver les sensations les plus subtiles et les plus ténues, plutôt que l'excitation nerveuse que je sens bien là en moi, là, je la sens bien, l'excitation. Non, juste aller plus vers le subtil. Vraiment, c'est l'idée des pratiques chamaniques, d'aller vers le monde des énergies subtiles et pas de rechercher le truc qui pète dans tous les sens, quoi. Absolument pas. Eh bien, c'est ça l'idée du slow sex dans la pratique sexuelle. Et ça rend vraiment cette pratique-là extrêmement intéressante parce que déjà, c'est une expérience de tous les jours. On en apprend, on en découvre tous les jours. C'est un jeu formidable. Ça décomplexe pas mal de choses, par exemple, tout pour l'homme, par exemple, comme moi, qui envisageait avant que si, je sais pas, il perdait son érection pendant un acte sexuel, c'était un drame, quoi. Ça veut dire quoi? Soit que l'autre ne me plaît pas, ce qui est un drame, parce que j'ai envie de lui montrer qu'elle me plaît, ou qu'il me plaît, ça dépend des pratiques. Soit que ben, moi, je ne suis pas assez puissant, et c'est encore pire, quoi, si jamais c'est possible. Et du coup, et le fait de pouvoir envisager ça différemment, le fait de pouvoir s'autoriser ces périodes-là, par exemple, et de voir fluctuer le désir et de pouvoir jouer avec, bah, c'est vraiment enrichissant. Et en même temps, au début, ça demande des tas et des tas de euh, rééquilibrage, euh, des switches mentaux. Parce qu'autrement, très vite, les vieux réflexes reviennent. Mais très, très vite, les vieux réflexes reviennent. Donc voilà, la question de cette dernière soirée, c'est comment est-ce que cette pratique-là, le slow sex, peut nous permettre de mieux nous orienter entre ces deux intensités, l'intensité quantitative et l'intensité qualitative, qui, dans notre sexualité, se confondent si souvent. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et je vois qu'il y a un message que je n'ai pas lu. Alors, je vais arrêter ça et revenir au message. Plouf, plouf. Qui c'est, qui c'est? Elcio, comment s'orienter dans le rapport sexuel entre maîtrise, contrôle, abandon et lâcher prise? Ouais. Euh, donc, maîtrise, contrôle, je veux bien que ce soit Apollon, Elcio. Maîtrise, je suis moins d'accord, puisque Apollon, c'est effectivement plutôt le truc carré, rigide, bien, hein, tu vois comment c'est. Et Dionysos, c'est plutôt le plaisir, la jouissance, le dieu de l'ivresse, et donc le lâcher prise total, le pétage de câble, quoi. Mais du coup, la maîtrise, moi, ma question, c'est est-ce que tu peux pas la trouver dans l'abandon? Voilà, je te pose la question comme ça crûment. Est-ce que la maîtrise, tu peux pas la trouver dans l'abandon? Et si jamais c'est OK pour toi d'envisager ça, je trouve que là, il y a quelque chose qui est vraiment génial. Donc, sophrosine égale B, zone right, tempérance harmonique, la voie du milieu. Il me semble que ce concept a une place très intéressante dans la sexualité sacrée. La tempérance harmonique. Ouais, et tu vois, il y a cette idée encore de viser l'harmonie, et ça, c'est super intéressant. Et j'ai envie de dire, pour te provoquer et t'embêter un peu, et pourquoi pas tenter la disharmonie? Pourquoi pas accepter un peu de disharmonie dans la relation sexuelle? Parce que si je vise l'harmonie, j'ai déjà une sacrée pression. Si je vise la tempérance harmonique, j'ai encore une méga plus grande pression. Et la conséquence de la pression, c'est le contrôle. Du coup, j'ai envie d'y mettre un peu de désordre, un peu de déséquilibre, d'accepter les couacs, d'accepter la disharmonie et d'en faire quelque chose qui m'amène vers une autre harmonie, qui soit plus authentique et plus durable. Voilà, c'est une piste si tu veux, Elcio, peut-être tu as déjà envisagé aussi. À vous de jouer les 12, les 16 combattants et combattantes de l'impossible qui restent dans cette conférence. Si vous avez envie de poser des questions, c'est à vous. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a beautiful man I'm singing. Moi, je veux bien dire un truc, mais ce n'est pas forcément une question. Hein. C'est non par rapport à ce que tu disais sur
c'est d'oser essayer, en fait, oser essayer des trucs nouveaux sans savoir si ça va, sans savoir quel sera le résultat. Et c'est que comme ça que, enfin, c'est comme ça que je peux me trouver, quoi, en fait. C'est comme ça que je peux me trouver, enfin, avoir une chance de me trouver, si ça peut être un des objectifs. Et en même temps, je vais me trouver sur cette fois, parce que la fois d'après, ça sera peut-être pas forcément le même truc qui va m'amener quelque chose d'agréable. Donc, c'est un chemin de découverte, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Bon, voilà, Yes. Merci, Hugues. Carrément. Et tu vois, j'ai envie de dire aussi, tu me dis si tu me restes d'accord, pour justement permettre de relier ce que tu dis avec le côté sacré de la sexualité et pour désacraliser la sexualité qui est souvent réservée au couple. Et moi, j'aime vraiment l'envisager comme étant un lieu privilégié du couple. Mais pour désacraliser ça, le fait, par exemple, d'envisager que ma vie est découverte, ma vie est exploration d'un paysage, et que donc aller découvrir tous les aspects de ce paysage, ça fait partie de ma quête sacrée. Et donc, y compris en sexualité, accepter de sortir des sentiers battus, que ce soit en sortant du couple, même si je ne vous conseille pas de sortir du couple forcément, mais en sortant de la sexualité traditionnellement alliée au couple, ou, ou même avec ma partenaire ou mon partenaire que je connais depuis des années et des années, bah, explorer de nouveaux trucs, comme tu dis, eh ben, c'est ça qui est sacré en fait. C'est parce que le chemin qui s'est arrêté dans la routine, ce mouvement circulaire là, que Bergson pointe comme étant une inertie, eh ben, je prends la tangente et je reprends la route. Et ça, c'est sacré, je trouve. Ouais, c'est sacré, mais c'est risqué. Enfin, ouais, C'est voilà. ça, c'est sacrément Enfin, risqué. c'est sacrément risqué. Ouais. Mais bon, ouais, on risque de se trouver, quoi. Enfin, c'est quand même pas mal. Ouais, et puis on risque de se perdre aussi. Ouais, pas mal. Merci. Ouais. Alors, merci beaucoup pour cette conférence. Je n'ai pas de questions. J'attends les autres avec impatience. Je suis aussi intéressé par les cercles mixtes quand il y en aura. Ouais, yes. Ouais. Ouais, c'est un switch mental à faire pour moi. Mais les cercles d'hommes, alors, ça a un côté rassurant. Et puis pour moi, c'est un travail sur mon appartenance à la secte des hommes. J'ai envie de dire de manière un petit peu caricaturale. C'est un travail sur moi de proposer des cercles d'hommes, c'est pour ça que je le fais. Mais c'est encore un autre travail de proposer aussi des cercles mixtes. Et c'est magnifique aussi de voir des hommes et des femmes qui peuvent échanger sur ce sujet-là. C'est magnifique. Donc, ouais, c'est prévu. Alors, j'ai cru que Lise, tu avais commencé un message, mais non, tu avais écrit dedans. Et donc, ça vous dirait pas de rallumer vos écrans au minimum pour qu'on puisse se voir? Vous voulez que je coupe l'enregistrement? Allez, je coupe l'enregistrement. Je coupe l'enregistrement. J'ai pas coupé, Mathieu. C'est où qu'on coupe? C'est là. Ouais, et ben bonne soirée à toutes celles et tous ceux qui vont regarder l'enregistrement.